Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le programme national de logement se déploie dans le centre-sud. 500 logements sociaux et économiques seront réalisés à Manga à la faveur du 11 décembre prochain. Le département en charge de l'habitat dévoile un pan de ce programme. Il est la preuve que rien ne se fait sans passion. Kafando Roland est un passionné qui a rêvé un hélicoptère, mais pas seulement, il l'a aussi matérialisé. Sa matière première, de la ferraille et une bonne dose de volonté, l'aéronef est exposé dans le quartier Padoua. Nos reporters y étaient. Dans ce journal également du sport, le Burkina conserve son titre de champion de karaté-do de la zone 3. 29 médailles, dont 12 en or. La performance des Burkinabés aura marqué la 17e édition du championnat d'Afrique qui s'est achevée ce vendredi à Ouagadougou. Bienvenue à tous. Un demi-millier de logements sociaux et économiques pour la ville de Manga. La commémoration de la fête de l'indépendance se dessine dans cette partie du Burkina. Les cadres du ministère en charge de l'habitat se sont réunis dans la cité de l'Épervier pour faire le point de son programme national de logement. Nous en savons plus avec Koualé Nébié et Vincent Kendrobogo. Manga ou la cité de l'Épervier, ville hôte des festivités du 11 décembre prochain. L'ambiance de la ville est ordinaire. Ici, des ouvriers s'activent. Ils viennent de démolir un bâtiment pour reconstruire un édifice, la salle polyvalente de Manga. À terme, ce doit être plus qu'une salle, une œuvre d'art, car l'édifice devrait se présenter comme l'épervier qui prend son envol. Là, c'est un terrain totalement vide, mais plus pour longtemps, car c'est le lieu retenu pour l'érection de la cité des forces vives. Pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat fortement impliqué, le compte à rebours a déjà commencé. Les cadres du ministère sont d'ailleurs réunis dans la ville pour un conseil d'administration du secteur ministériel. Le premier CACEM a pour thème le renforcement des capacités du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour une mise en œuvre réussie du PNDS. Pour assurer notre pleine contribution à la mise en œuvre de ce programme, de ce plan très important pour le gouvernement, il va falloir que tous les secteurs et puis toutes les sections du ministère aussi puissent être mobilisés. L'un des dossiers à examiner au cours de ce conseil est sans doute la construction de 500 logements ici à Manga. 300 sont des logements sociaux et le reste des logements économiques. C'est en phase de démarrage. Parce qu'il y a des étapes que nous avons déjà capitalisées. Nous avons sélectionné les deux promoteurs immobiliers qui doivent construire. Et pour ce qui concerne le ministère, nous avons fini la phase, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, d'implantation. Ça veut dire que les parcelles sont disponibles pour que effectivement les promoteurs immobiliers puissent, avec leur équipe, venir effectivement commencer le travail. Ces logements entrent dans le cadre du programme national de 40 000 logements, un programme gouvernemental qui doit se réaliser dans toutes les régions. Et puis ce communiqué, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 avril 2018, une bousculade s'est produite à la fin de la veillée de prière du guide religieux Cheikh Abdoulaziz Souré au plateau omnisport du quartier Somgandé au secteur 19 de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou, faisant 6 morts et 5 blessés. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs les participants à toute manifestation à observer scrupuleusement les consignes de sécurité. C'est un communiqué du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Dans la région des Cascades, le ministre en charge du commerce a visité la société sucrière SN Sosuco et la minoterie du Faso. Ces unités industrielles ont un point commun. Elles attendent qu'une feuille de route qui va leur donner un nouveau souffle. L'engagement du chef du département à suivre dans ce reportage de Manekayen et Rachid Savadogo. Le ministre en charge du commerce sur les installations de la minoterie du Faso dans la région des Cascades. Ici, les machines tournent et la production est visible. Mais les résultats escomptés sont loin d'être atteints.
Nous avons juste un problème de matières premières et des propos que nous avons entendus de la bouche du premier responsable du département. Nous sommes confiants que nous aurons des solutions à notre problème. Autre usine visitée, la SN Sosuco. Aruna Kabore dit être là pour s'imprégner des difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la société sucrière. Une société qui peine à évacuer ses stocks. Vous voyez derrière moi toute la pile de sucre qu'il y a et tous les ans c'est le même problème que nous vivons et chaque fois nous avons beau crier, il n'y avait pas de solution, ça revient de manière cyclique comme je le disais et je pense que maintenant nous allons vers des solutions pérennes. Que ce soit à la SN Sosuco ou à la minoterie du Faso, le constat est le même. Le ministre prend acte et promet des mesures. Le point commun de ces entreprises, c'est que ce sont des unités industrielles. Et ces unités industrielles ont pour matière première le produit agricole. Et ces unités industrielles contribuent à créer des emplois. Et ces deux unités industrielles sont en tout cas le fleuron de l'industrie au niveau donc de la ville de Banfora. Voilà, donc nous allons travailler d'arrache-pied assez rapidement pour présenter bientôt un dossier en conseil de ministres. En attendant les actions concrètes du gouvernement, les sociétés visitées se battent à leur manière pour la survie de leurs unités. Des idées innovantes attendues pour relancer ces industries, ces mêmes idées nouvelles pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Des profils burkinabés sont en ce moment recherchés pour prendre part au projet Hub Africa au Maroc. Il s'agit d'une plateforme qui propose des solutions pratiques en matière de doing business et de croissance en Afrique. Le point de la participation burkinabé avec Gérard Sommet et Omar Zambré. 15 jeunes porteurs de projets participent à cette première édition d'African Pitch Roadshow. À l'issue de cette compétition, 3 candidats seront retenus pour représenter le Burkina Faso à la 6e édition de Hub Africa. Une compétition qui réunit chaque année au Maroc plusieurs candidats venus de 60 pays d'Afrique. C'est une opportunité pour les jeunes Africains d'exprimer leur talent à travers des projets innovants. Parce que nous n'avons pas le choix. C'est l'entrepreneuriat, ce sont les entrepreneurs qui vont créer les entreprises et ce sont ces entreprises qui vont créer les emplois de demain. Aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons beaucoup de talents sur le continent, en particulier sur le digital, pas simplement sur le digital, mais sur le plan digital, qui justement peuvent contaminer tous les secteurs. Chaque candidat doit présenter son projet devant un jury chargé de choisir les 3 meilleurs projets. Le ministre en charge de la jeunesse traduit sur place sa disponibilité à soutenir les meilleurs projets. C'est une très bonne initiative qui permet aux gens de s'exercer à quelque chose auquel nous sommes confrontés maintenant et que nous serons de plus en plus confrontés. De plus en plus notre société fera face à un désir absolu de perfectionnement. Cette compétition, première du genre au Burkina Faso, veut offrir aux porteurs de projets burkinabés l'opportunité de valoriser leur savoir-faire et d'intégrer un réseau mondial de conseillers et d'investisseurs potentiels. À présent, un projet qui lui mesure son impact dans la région du Nord. Le projet emploi des jeunes et développement des compétences. Il se satisfait des réalisations sur le terrain. En plus des emplois générés, le projet a également permis la réalisation d'ouvrages tendant à soulager le quotidien des populations cibles. Précision avec Issoufou Kaboré et Karim Bikienga. C'est une piste de 9 km qui va désormais soulager les habitants du village de Ilim dans la commune de Rambo à 100 km de Wayouguia. Auparavant, les échanges entre les populations de ce village avec ceux de Tikare dans le BAM étaient limités à cause de l'impraticabilité de la voie. Un jour, j'ai passé près d'une heure ici à cause de l'eau. Avec cet ouvrage, nous pourrons désormais traverser pour aller dans les villages du BAM. Cette route qui vient désenclaver ces localités a été essentiellement construite par les hommes et les femmes de ces villages dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, initié par le projet Emploi des jeunes et développement de compétences PJDC. Il en est de même ici à Namsiria, dans la commune de Tangaï, à quelques encablures de Wayouguia. Avant la réalisation de cette piste, ces populations étaient également coupées de certains services comme des écoles et des centres sanitaires en saison hivernale. Une fois, il a plu et ma coépouse était en travail.
On ne pouvait accéder au centre de santé à cause de l'eau. Désormais, avec cette piste, même s'il pleut, nous pourrons franchir le bas-fond. En plus de ces pistes rurales, les communes de Rambo, Barga et Tangaï ont bénéficié de sites de mise en défense et de bas-fonds aménagés. Selon les acteurs du projet, ces espaces clôturés vont contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles et à la création d'emplois fixes pour les populations. C'est un site de 5 hectares qui a été créé pour pouvoir gérer de façon durable les ressources naturelles. Alors ça va permettre aussi une meilleure exploitation agro-silvopastorale au niveau de la localité. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont été source d'emploi et de revenus pour les acteurs locaux, toute chose qui a amélioré les conditions économiques des populations. Nous avons environ 7000 jeunes et femmes qui sont justement employés sur le site. On s'arrange à ce que les ressources mises à la disposition de ces femmes-là puissent occuper au moins les 25% des investissements. Nous avons été payés pour le ramassage des pierres et l'étalage de la terre. Chacune a pu s'acheter divers effets. Ces travaux nous ont été très bénéfiques. Le ministre en charge de la jeunesse qui est allé visiter les réalisations estime qu'a priori, elles ont été bien faites. Néanmoins, il promet revenir dans un an pour mieux juger la qualité des ouvrages. C'est des ouvrages qui sont très bénéfiques. Maintenant, comme je l'ai dit, nous attendons de voir en matière de résistance ce que ça va donner. Nous reviendrons sur ces lieux même dans un an à peu près, après les saisons de pluie, pour apprécier parce que nous n'avons pas l'œil des techniciens. Le projet d'emploi des jeunes et développement des compétences intervient également dans la région du Centre-Sud. Pour sa première phase, qui prend fin en décembre prochain, environ 1 milliard de francs CFA a été injecté. Il est financé par la Banque mondiale. La redevabilité publique est un droit pour chaque citoyen et des organisations de la société civile s'engagent à le faire respecter. La coalition burkinabé pour le droit des femmes et le ballet citoyen ont initié un projet sur le rôle des jeunes et des femmes sur la redevabilité au Burkina. Le projet a été mis en œuvre dans 6 communes du pays sur une période de 2 ans. Les résultats dans ce compte-rendu de Alidou Badini et Zalissa Sanfo. Le ballet citoyen et la coalition burkinabé pour le droit des femmes font ici le bilan de 2 ans d'activisme centré sur la promotion de la redevabilité. Pendant ces 2 années, ces 2 organisations de la société civile ont mené le plaidoyer dans 6 communes. Un plaidoyer qui consiste à inviter, à former, à encourager et à soutenir les élus locaux pour qu'ils se familiarisent à l'exercice de la redevabilité, seule clé pour l'ancrage de la démocratie au Faso. Lorsque la population élit ses représentants, il faut qu'à un certain moment, que ces représentants puissent rendre compte de la gestion qui leur a été confiée par les citoyens et citoyennes. Ça, c'est une action qui apporte un plus à la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se soustraire de ce devoir de redevabilité. Quand on gère une commune, par exemple, il faut de temps en temps rassembler la population pour rendre compte de ce que vous faites au niveau de la commune, pour recueillir les préoccupations de ces mêmes populations, pour voir dans quelle mesure vous pouvez les prendre en compte dans les différents projets qui seront mis en œuvre. Aujourd'hui, le projet est à terme et ses missions accomplies pour le ballet citoyen et la coalition burkinabé pour le droit des femmes. L'exercice a été bien assimilé et est praticable dans les communes touchées par le projet. Un projet dénommé Appui à la citoyenneté active de la jeunesse et des femmes pour une meilleure redevabilité au Burkina Faso. Il a été financé par Oxfam et ses partenaires. Face également à la presse, les responsables du Comité international de la Croix-Rouge font le point. La situation humanitaire de la zone sahélienne en général et celle qui prévaut au Burkina est à l'ordre du jour de cette rencontre avec les médias. La Croix-Rouge se dit préoccupée face aux conflits et aux différentes attaques que connaît le pays. Amado Ilboudo et Vincent Kedrobego. Entouré de ses collaborateurs,
Le directeur adjoint pour l'Afrique de la Croix-Rouge donne sa lecture de la situation humanitaire dans la région du Sahel dont fait partie le Burkina Faso. Une zone qui connaît une certaine crise humanitaire selon ses responsables de la Croix-Rouge. Les conflits armés font ravage, les situations de violence laissent énormément de personnes tuées, beaucoup de personnes déplacées, à peu près 12 millions de personnes dans le besoin d'aide humanitaire dans cette région du Sahel. Et je peux vous garantir que ces chiffres certainement ne sont pas stricts, mais ils sont en crescendo, en augmentant chaque jour. Nous vivons également dans une région qui a des tensions ou des problèmes socio-économiques. Plus que 30% de la population qui vit dans cette région vit sous le seuil de la pauvreté. Face à un tableau aussi sombre, l'organisation humanitaire s'investit pour apporter un soulagement aux populations concernées avec des résultats significatifs. Vous avez certainement suivi la libération des 82 filles de Chibok l'année passée. Et ça, c'était fait par le rôle d'intermédiaire neutre du CICR. Ça veut dire d'aller de l'autre côté, récupérer les filles, s'assurer de leur bien-être et de leur santé, et puis de les transporter, de les remettre à leur famille. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Depuis quelque temps, l'on note une intensification des activités de la Croix-Rouge dans le pays, notamment dans sa partie nord. Donc quand une opération du CICR est en train de s'agrandir, oui, je suis désolé de vous dire, monsieur, ça veut dire qu'on est inquiet. Quand un adjoint d'un directeur régional arrive ici, à Ouagadougou, pour parler devant des journalistes, ça veut dire qu'on est inquiet. On a des grandes opérations au Mali, on a des grandes opérations au Niger, on sait ce qui s'est passé là-bas, on sait qu'il y a des similarités, on ne dit pas que c'est la même chose, il y a des similarités, et on veut être près, le plus proche possible, des communautés. Dans la province du Soum, la Croix-Rouge prend en charge plus de 18 000 déplacés internes. Elle leur apporte des provisions en vivres et autres matériels. Une situation due aux problèmes sécuritaires aussi préoccupants dans cette partie du Burkina. Rendons-nous à présent à Dienkiena, dans la province de Banwa, région de la boucle d'Umrun. Les ressortissants de la localité accueillent avec joie leur tout premier centre de santé. L'infrastructure sanitaire couvre 2 villages où vivent plus de 6 000 âmes. Yacouba Goro nous fait le point. Après ce coup de ciseaux, le tout nouveau CSPS de Dienkiena peut attendre ses premiers patients. Construit avec le soutien de la coopération japonaise, cette infrastructure sanitaire vient augmenter l'offre de soins de la localité et soulager la population. À travers donc, le choix de notre village, montre encore une fois de plus que la santé est une préoccupation qui est au cœur de ce gouvernement. Autrement, je voudrais aussi remercier l'ensemble des personnes, des associations, des ONG qui nous ont accompagnés. Pour certains, il faut en plus travailler à mériter ce CSPS et à le fréquenter. Il faut d'abord sensibiliser la population à fréquenter ce CSPS pour que le niveau de santé de la commune, de la population puisse augmenter. C'est très important. Il faut travailler à leur entretien. Et l'entretien, c'est quelque chose de côté. Il faut travailler à leur complémentarité. Vous savez, le médecin vient de dire tout ce qui n'a pas de santé, qui n'a pas d'énergie électrique. Il faut travailler à discuter avec nos partenaires pour avoir l'énergie électrique. Dienkiena dispose désormais d'un CSPS, mais quelques difficultés connexes demeurent toujours. Les questions de forage, de la disponibilité non suffisante des médicaments, le manque d'énergie et de moyens de déplacement restent toujours posés. La promotion de la santé passe nécessairement par l'assainissement du cadre de vie. À Bobo-Dioulasso, les responsables de l'arrondissement 7 s'engagent à assainir les abords du stade Sangoulé-Lamizana. L'infrastructure sportive croule sous le poids des déchets déversés quotidiennement. 3 mois, c'est le temps que se donnent les élus locaux pour changer la physionomie de ce lieu. Bilidou, Bazongo et Ali Traoré. C'est parti pour l'opération d'enlèvement des déchets aux alentours du stade Abouaka Sangoulé-Lamizana. Et c'est le ministre en charge des sports qui donne le ton à cette activité. À l'initiative des responsables de l'arrondissement 7, plus de 44 hectares seront débarrassés des déchets et réhabilités par la suite. Et changer positivement parce que c'était devenu en tout cas un problème majeur pour les populations du secteur 22 et du secteur 21.
Et je le disais tantôt qu'il ne se passait pas en tout cas 24 heures sans que nous soyons interpellés par la population à travers déjà l'odeur des déchets et la fumée toxique qui se dégageait à cet endroit-là. Et aujourd'hui, grâce à la conjugaison de tous ces efforts, en tout cas ce cauchemar, ce rêve est en train de se réaliser. Dans ce élan d'assainissement, l'arrondissement 7 est aidé par les ministères des Sports et de l'Environnement. L'association des importateurs de véhicules joue également sa partition. En l'espace de 3 mois donc, ce site va servir de cadre pour le sport et de parking pour les véhicules. Alors je salue cette initiative et je félicite le maire pour son dynamisme et pour son engagement à faire donc de cette zone une zone où il y aura un bon vivre, où il y aura la santé, où les jeunes pourront pratiquer le sport dans sa globalité. Non seulement nous le faisons pour l'arrondissement et puis nous le faisons pour nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'engage pour le développement participatif. Donc c'est un genre de partenariat entre nous et puis l'arrondissement 7. En retour, ils vont nous attribuer un terrain pour pouvoir exercer la vente des véhicules d'occasion. Séance tenante, l'arrondissement 7 a reçu du matériel et des enveloppes financières pour réussir cette mission. À l'arrondissement 7. Il a 45 ans et affirme mûrir ce rêve depuis sa naissance. Kafando Roland se présente comme le premier Burkinabé ayant fabriqué un hélicoptère. L'aéronef ne vole pas encore, mais fonctionne normalement au dire de son géniteur. Adama Guiti et Mounira Kéré sont allés à sa rencontre. Suivez plutôt. L'appareil attire le regard des curieux. Un hélicoptère entièrement fabriqué au Burkina avec de la ferraille récupérée ça et là. Pour le concepteur, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Il est cependant certain que beaucoup diront que c'est juste de la folie, mais restent convaincus que rien de grand ne se construit sans passion. Beaucoup de gens appellent cela la folie. Aujourd'hui, je ne le fais pas comme un jouet. J'ai une considération pour cet appareil et en même temps interpeller la jeunesse, ceux donc qui sont inspirés, ceux qui ont la volonté de travailler dans le domaine de la recherche, de la technologie, que nous pouvons arriver. Le nom de l'hélico est inspiré des initiales du nom et de l'âge du concepteur. Pour lui, c'est une quarantaine d'années de rêve mis en forme en seulement 4 ans pendant ses temps libres. Si je dis Kafando Aruna Koudou Roland, c'est depuis 45 années, depuis ma naissance, je rêvais de faire quelque chose comme ça. Donc c'est 45 années de rêve. Aujourd'hui, l'appareil a pris forme. Mieux, il peut être démarré. Mais le seul hic, c'est que pour le moment, il ne vole pas. Cependant, pour notre passionné, c'est juste une question d'étape. Et il compte sur les bonnes volontés. C'est de nous appuyer. Si je dis nous, pour le moment, bon, puisque nous ne sommes pas beaucoup, c'est juste une minorité de personnes. J'ai un soudeur, un petit frère soudeur, c'est lui qui m'a aidé. Et les quelques bonnes volontés qui sont venues appuyer un peu. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui manquent. En attendant, l'hélico de Aruna Koudou Roland Kafando continue de drainer tous les jours une foule de curieux. Un premier succès qui annonce certainement d'autres, car le concepteur a foi, son hélico volera un jour haut dans le ciel. En religion, la paroisse Saint-Paul-Mouaga de Tenkodogo comptabilise 10 années d'existence, un jubilé de coton placé sous le signe de l'action de grâce. Les fidèles, qui n'étaient qu'une dizaine en 2008, sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux. La paroisse a même refusé du monde ce vendredi lors d'une messe dite par les autorités paroissiales du diocèse. Issa Kafando et Nathalie Sawadogo. 10 ans d'existence pour la paroisse Saint-Paul de Mouaga dans le diocèse de Tenkodogo. Des fidèles catholiques de tous âges n'ont pas voulu se faire compter ce jubilé de coton. L'église, qui a été inaugurée en août 2008, a refusé du monde ce 21 avril 2018. C'est pour nous jour de fête, jour d'action de grâce, et une célébration qui nous fait prendre conscience de notre mission.
mission d'annoncer Jésus-Christ dans ce milieu, mission de témoigner du Christ et mission de travailler pour le développement de l'homme et de tout l'homme. C'est très rare de fêter les 10 ans, donc cela montre quand même le dynamisme et la foi des uns et des autres, surtout des ressortissants qui ont accompagné le comité paroissial pour fêter ces 10 ans. Mais c'est une fête de challenge pour quand même revoir ensemble, nous les fils de la paroisse, ici et ailleurs, comment nous pouvons accompagner l'équipe presbytérale pour le développement de la foi dans notre paroisse qui est si jeune. En 2008, seulement une dizaine de fidèles fréquentaient la bâtisse. Au fil des années, l'église Saint-Paul de Mouaga a vu le nombre de ses fidèles s'accroître. Aujourd'hui, plus de 2000 catholiques y font la messe quotidiennement. Nous rendons grâce au Seigneur pour les 10 ans, parce que nous nous sommes rendus compte que le Seigneur a vraiment fixé sa demeure à Mouaga ici, à travers toutes les œuvres de salut qu'il accomplit pour chaque fils et fille de cette paroisse. Donc voyant tout ça, voyant les merveilles, par exemple la grâce de l'unité, la grâce de l'entente, et puis de plus en plus la tolérance qui existe, on s'est dit pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu. La célébration de ces 10 ans de la paroisse est placée sous le thème « Fils et filles de la paroisse de Mouaga, forts de la parole de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits et ensemble construisons l'Église dans une foi authentique. » À l'occasion, différentes confessions religieuses ont pris part. Preuve qu'à Mouaga règne l'esprit de fraternité, de communion entre fils et filles pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Ouvrons à présent la page sportive de ce journal avec du karaté-do, et la moisson était bonne pour le Burkina. 29 médailles dont 12 en or pour le pays organisateur de la 17e édition du championnat d'Afrique de la zone 3. Les temps forts dans ce reportage signé Urbain Benito Somé et Kalfa Ouattara. Explosion de joie à la Maison des Arts Martiaux. Le Burkina remporte pour la deuxième fois consécutive le championnat d'Afrique de karaté-do de la zone 3. Avec 29 médailles dont 12 en or, 6 en argent et 11 en bronze, le Burkina se classe premier devant le Niger, 27 médailles dont 8 en or. Devant un sportif de haut vol, Sa Majesté le Moro Nababango, les étalons karatéka ont sorti le grand jeu devant des challengers venus du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Coup double pour la Fédération burkinabé de karaté-do. Une bonne organisation et une performance sportive. Le 17e championnat d'Afrique du karaté qui s'est déroulé à Ouagadougou a tenu ses promesses. Et ça grâce au dynamisme du président de la fédération, j'ai nommé Oumar Hugo, mais aussi à son bureau exécutif. C'est un parrainage qui s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement burkinabé d'encourager, de soutenir toutes les initiatives qui visent à rassembler la jeunesse burkinabé et la jeunesse africaine. Très clairement, Ouaga, on a fait une démonstration de force, mais je dois garder la tête froide, car la zone c'est bien, mais à partir de maintenant, le cap est sur Kigali en août, car l'objectif c'est partir avec 10 à 15 compétiteurs, 3 continentaux en arbitre et des coachs au niveau national pour défier les médailles au niveau africain et ensuite au niveau mondial. En plus de ces conseils, les karatékas burkinabés pourront désormais bénéficier des enseignements du désormais grand maître du karaté-do, Sa Majesté ceinture noire, 7e dan. Lassina Sawadogo, bonsoir. Ous, Peggy Ouedraogo. Alors, c'est un exploit à saluer pour le Burkina Faso.
Oui, c'est un exploit à saluer. Et tous les acteurs qui sont passés donc au micro de Khalifa Ouattara l'ont reconnu. C'était d'abord une bonne organisation, Peggy Ouedraogo, à la Maison donc, des Arts Martiaux, qui recevait pour la première fois une compétition internationale. La moisson, elle a été bonne. Au total, 29 médailles pour le Burkina, qui avait déjà gagné, on le rappelle, lors de ce dernier rendez-vous du côté du Bénin. Le Burkina était sorti donc premier de ce groupe-là. Et encore ici à Ouagadougou, le Burkina sort premier. C'est tout dire un peu sur la régularité qu'ont les karatékas burkinabés, à eux maintenant de pouvoir bonifier ça au niveau africain, parce que là nous sommes dans la zone 3. Au niveau africain, il va falloir encore sortir les tripes, comme il a dit Omar Yago, du côté de Kigali, pour espérer Omar Yago, voilà, pour pouvoir avoir des médailles. Et puis après, vous savez que désormais, le karaté fait partie des Jeux olympiques. Et 2020, c'est en ligne de mire pour la Fédération burkinabé de karaté-do. Il faut pouvoir présenter déjà des athlètes et puis espérer revenir avec une médaille. Alors, outre le karaté-do, la 24e journée du Faso Foot a tenu toutes ses promesses et nous parlons du derby de Bobo Dioulasso. Oui, Peggy, vous faites bien de le dire. Le derby de Bobo Dioulasso a cristallisé toutes les attentions ce week-end à l'occasion de cette 24e journée. Malheureusement pour nous, nous avons fait des pieds et des mains pour avoir les images donc, des 3 buts marqués à l'occasion de ce derby-là. Non, et pour des raisons donc, techniques, nous n'avons pas pu avoir les images. Ce n'est que partie remis demain au magazine des sports. Nous aurons donc les images de ce derby Bobo qui a drainé Peggy du beau monde du côté du Stade Wobi. Retenez que le RCB est venu à bout de l'ASB qui était leader à 6 points, avait déjà 6 points d'avance s'il le faut. Le RCB donc a battu l'ASB parce que vous le savez, Peggy, vous êtes sportif, un derby ça se joue pas, ça se gagne, et le RCB donc a pris le dessus sur l'ASB sur le score de 2 buts isaïens, et puis ça relance du coup le suspense au niveau du Faso Foot. Il reste 6 journées à jouer. Le faux revient par exemple à 3 points du RCB. Des équipes comme l'USFA et le RCB sont désormais à l'affût. Malheur aux vaincus pour les 6 journées qui arrivent. On va vous donner juste les résultats de cette 24e journée. La GEB a battu, par exemple, la GEB est tombée devant l'USFA du côté de Bobo Dioulasso sur le score de 1-0. USCO ISO, 0 but partout du côté de Banfora. Majestic à Saponé a battu Raïmo sur le score de 2-1. RCK Sonabel, 0 but partout. L'Asfa Yenega, c'est aussi une grosse sensation de cette journée, est tombé face au Santos, dernier de la classe sur le score de 3-0. Vous voyez écarquer les yeux, oui, c'est bien ça. L'Asfa Yenega est tombé sur le score de 3-1 devant le Santos. Et puis vendredi, Bobo Sport tombé devant Salitas 2-0, et le Fou qui a fait la bonne opération de cette 24e journée a battu donc son adversaire sur le score de 3-0. Alors la Sénat, il y a aussi des surprises en 2e division. Oui, vous êtes ressortissants du Nord, n'est-ce pas? Écoutez, vous n'êtes pas concerné par ce que je vais dire tout à l'heure, parce que Waïguya a 3 équipes en 2e division, mais n'est pas dans le bon wagon actuellement donc pour tenter de venir en 1re division. Par contre, ceux de Koudougou Peggy, ceux de Koudougou à travers la SEC de Koudougou sont en train de rêver 10 ans après l'accès de Koudougou est peut-être en train donc de réussir une remontada, parce que c'est l'expression en vogue donc spectaculaire, dans la poule B de la 2e division. Les jeunes noirs, tenez-vous bien, sont allés battre le Bafouji de Gawa sur le score de 1-0. Dans le même temps, le leader, l'AS Maya, est tombé face à Royal FC. Désormais, c'est la SEC de Koudougou qui est en tête avec 1 point d'avance. Et puis, vous savez que dans une situation, c'est toute la région qui s'est donc mobilisée autour de cette équipe-là. Un monsieur comme Amadé et Bereoudgou a sorti le chéquier déjà pour encourager les joueurs de la SEC. On ne vous dira pas combien il a donné, mais en tout cas, c'est une grosse somme qu'il a remis aux joueurs de la SEC de Koudougou pour les encourager à continuer. Il reste seulement 2 journées pour espérer redevenir donc dans le du football burkinabé. Et dans la poule A aussi, COSAF et l'AS Douane se font, et Mano à Mano. 3 points séparent les 2 équipes à 2 journées de la fin. Et tenez-vous bien, il y aura un choc fratricide entre l'AS Douane et COSAF à venir. Ce sont des rencontres à ne pas rater. Voilà, vous faites bien de bien vendre. Alors, Étalon Junior Elephanto, c'était hier. C'était hier, tout à fait. On nous avait fait penser à une revanche parce que lors de la première journée à Peggy, il y a eu un cinglant 4-1 que les étalons infligés aux étalons, donc les éléphantos infligés donc aux étalons juniors. Hier encore au stade du 4 août, les éléphants ont remis, on va voir d'ailleurs les images, les éléphantos donc ont pris le dessus sur les... Voilà le seul but de cette 2e confrontation. Yalatif Diabaté a marqué ce but à la 4e minute et plus rien. Et dire selon Mamadi Wena qui les éléphantos avaient encore l'occasion de corser l'addition, mais ils ont fait preuve d'un peu trop de maladresse. Les étalons qui sont dans une situation bien difficile parce que leur entraîneur a dit qu'il était à la recherche encore des joueurs, parce que là, Séraphin Dargani, les joueurs qu'il a sous sa main ne lui donnent pas satisfaction.
on a pu mesurer un peu le chemin qui nous reste avant notre match face à la Libye dans les éliminatoires de la CAN U20 qui aura lieu du côté du Niger. Alors, Lassina, quelques informations en bref. Oui, les informations en bref, c'est le début du championnat de première division de handball qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui dimanche. On a les résultats pour vous. L'AS Sonabi, l'Onabé Handball Club 14-20. L'AS Douane, ça c'était en dames. L'AS Douane et l'AS Police se sont affrontés en hommes. Victoire de l'AS Police sur le score de 32-26. L'ASFA Yenega était face à l'AS Douane, victoire donc de l'ASFA Yenega 29-27. Et puis l'USFA était face à l'Union Sportive du Kadiogo. Les militaires ont gagné 33-17 en hommes. Et à la mi-temps du match, AS Sonabi, c'est le duel au handball. Il y a 12-10 pour les pétroliers. On va terminer par cette information. Désormais, il va falloir compter parmi les ambassadeurs des Girondins de Bordeaux un monsieur qu'on appelle Amadou Traoré. C'est le fondateur de l'AFP Académie Football le Plus. Il a paraphé un contrat de représentation avec Stéphane Martin du côté de Bordeaux. Désormais, le président Amadou Traoré est le 11e ambassadeur du club historique français dans le monde entier. Il faut le faire. Voilà. Merci à vous, Lassina, pour toutes ces informations sportives qui seront développées demain à 21h au magazine des sports. Il y a le demain matin déjà, demain. Ah oui. Demain matin, voilà. Merci. Alors, nous poursuivons ce journal avec la page internationale. La mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a annoncé s'être rendue ce samedi à Douma. Les experts ont prélevé des échantillons sur le lieu de l'attaque chimique présumée. La Russie émet d'ores et déjà des inquiétudes quant à l'impartialité de ces experts de l'organisation. 2 semaines après l'attaque chimique présumée sur Douma, des experts de l'OIAC ont pu finalement se rendre ce samedi dans la ville syrienne et y prélever des échantillons afin de déterminer si du gaz chlore, sarin ou autre agent toxique a été utilisé. Les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques étaient arrivés il y a 1 semaine à Damas, mais n'avaient pas encore pu se rendre à Douma officiellement pour des raisons de sécurité. Les Occidentaux ont dénoncé une entrave aux investigations et soupçonnent le régime syrien et son allié russe d'avoir profité de ce laps de temps pour effacer les preuves d'un bombardement à l'arme chimique. Au moins 40 personnes ont péri le 7 avril dernier lors de cette attaque qui a poussé les États-Unis, la France et le Royaume-Uni à déclencher des frappes sans précédent contre le régime syrien. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.